Alors comment vous est venue l'idée de cet ouvrage? Eh bien, c'est, disons, au contact et en étudiant le- la trajectoire de certaines personnalités d'Afrique, au, disons, au premier rang desquelles un certain Nelson Mandela, des personnalités comme Léopold Sédar Senghor, euh, Mathieu Kirikou, des gens qui ont compté, mais surtout, je mettrai le doigt sur, par exemple, Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, qui a eu, je crois, parmi les premiers l'idée de l'Afrique complètement unie sous forme de fédération. Donc ce sont ces gens-là qui m'ont inspiré. Et je me suis dit que dans la vie, on a souvent besoin de quelqu'un pour sa trajectoire personnelle, pour avancer, comme des espèces de lumière. Et du coup, j'ai surnommé cette catégorie de personnes des phares. Au point que lorsque, par exemple, Aimé Césaire a disparu, intérieurement, je me suis dit, tiens, le phare de la Martinique s'est éteint. Dernièrement, avec la disparition de Nelson Mandela, je me suis dit, le phare de Robben Island s'est éteint. C'est comme celui de Gorée, sous la personnalité de Léopold Sédar Senghor. Ce sont des personnalités qui nous ont inspirés, qui nous montrent des chemins à parcourir pour essayer d'amener cette Afrique à l'union dont on souhaiterait qu'elle soit la meilleure possible. Alors à qui cet ouvrage s'adresse-t-il? À tous les Africains? À tout le monde? Disons, au premier chef, nous sommes des centaines de millions d'Africains à rêver d'États-Unis d'Afrique ou la République d'Afrique, au même titre que la Chine, l'Inde, les États-Unis et aujourd'hui l'Union européenne. Beaucoup de gens se sont dit, c'est des petits pays, on a été bien sûr victime d'une balkanisation suite à la conférence de Berlin où ils se sont partagés littéralement le continent africain. Aujourd'hui, c'est à nos responsables, c'est à nos dirigeants d'imaginer, de poser des actes concrets allant dans le sens de cette unification et qu'on évite le morcellement de ce continent qui ne lui sert en rien du tout, absolument rien. Et alors justement, quelle serait la première tâche de la future République d'Afrique? Alors là aussi, j'ai été inspiré par, disons, le parcours et la trajectoire de pays comme l'Inde, la Chine et l'Afrique. Au fil du temps, je me suis rendu compte que vraiment, elle devrait avoir quelque chose à partager. J'appelle ça un dénominateur commun. À partir du moment où dans un État, dans une nation, dans un pays, si les ressortissants de l'entité en question ont un dénominateur commun, peuvent regarder dans le même sens, il y a nettement moins d'animosité. Et on aura beaucoup plus à se partager car les efforts seront mis en commun. Euh, on va prendre à titre d'exemple un Bill Gates qui dispose de 500, 600 millions de micro-ordinateurs par exemple à vendre. Pensez-vous qu'il va s'adresser à la Guinée équatoriale qui n'a que 500 000 habitants? 500 000 habitants. Et dans ces 500 000, potentiellement, il y a peut-être 80 000, peut-être 20 000 qui ont la possibilité et le pouvoir d'achat d'acquérir des micro-ordinateurs. Face, de l'autre côté, à une Chine, mettons, 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, près de 600 millions de possibilités d'acquérir ces mêmes ordinateurs. À votre avis, Bill Gates, il va s'adresser à qui pour vendre son truc? Donc, je demande à nos responsables, avant toute chose, à nos responsables, c'est-à-dire les chefs d'État, de méditer sur ce qui peut nous être utile, sans aucune mesquinerie, sans aucune méchanceté, sans me poser en donneur de leçons, mais juste pour donner des outils de la réflexion à ceux qui nous gouvernent. Quel serait le nerf de cette renaissance? Eh bien, je ne ferai l'injure à personne de parler de la traite négrière, de ce qu'on appelle communément le commerce triangulaire. De ces deux choses sont nées deux filles qui s'appellent respectivement la colonisation et aujourd'hui, parce que c'est encore d'actualité, la néocolonisation. Parce qu'en fait, on a poussé le colon par la porte, il est revenu en grande pompe par la fenêtre ou par le portail. On y met la forme, j'essaie d'utiliser beaucoup d'euphémismes, mais la triste réalité, elle est là. Et donc, ces actes qui ont été posés depuis des siècles et des siècles
ont eu un préjudice incommensurable vis-à-vis de l'Afrique. Il ne serait que justice qu'aujourd'hui, ces mêmes pays s'acquittent d'une dette, entre guillemets, sous la forme de financement. Mais quand je dis financement, dans l'ouvrage, je parle de 2700 milliards d'euros qu'ils sont à même de payer. Lorsqu'on voit les chiffres qui se font en l'espace d'un claquement de doigts ou de quelques secondes à des bourses, je ne vois pas pourquoi on ne nous aiderait pas à renaître, parce qu'il s'agit de renaissance d'un continent. Donc, petit a, ce dédommagement-là. En second lieu, une meilleure gestion, et c'est là où j'ai parlé à un certain niveau d'économie partagée. D'économie partagée. C'est-à-dire une meilleure rémunération des ressources qu'il y a en Afrique. Le diamant, le pétrole. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur ce continent, mais qui malheureusement est bradé et donné, et qui plus est, on nous fait presque une injure de fixer au LME, au London Metal Exchange, à Londres donc, le prix des matières premières qui sont produites en Afrique. Sans que je me pose en justicier, je trouve qu'il ne serait qu'équitable et un juste retour des choses qu'il y ait cette possibilité de mieux répartir cette relation entre producteurs et consommateurs. Voilà. Alors quel serait l'intérêt de cette République d'Afrique pour le Nord? Eh bien, on vient d'en voir des exemples assez concrets ces derniers temps. L'Europe est en train de vivre les convulsions d'une situation économique où, des suites de déficits de débouchés, ils ne savent plus à quel sein se vouer pour ce qui est de l'exportation de leur production. Il me semble, et en toute modestie, que s'il y a 50 ans, au siècle dernier, par exemple, cette même Europe, les Français, les Anglais, les Néerlandais, s'étaient dit un tant soit peu, en augmentant le pouvoir d'achat du continent africain, en le rendant beaucoup plus accessible à nos produits, je pense qu'aujourd'hui on n'aurait pas vécu la situation que l'on vit actuellement. On va prendre à titre d'exemple la Corée du Sud. Je vous avoue que les bras m'en tombent. En 1970, donc c'est pas loin, le PIB de ce pays équivalait à peu près 300 dollars américains. 295 il me semble, si j'ai les bons chiffres. 1970. À côté, la Guinée avait 449, la Côte d'Ivoire un petit peu plus, etc. Au 31 janvier 2010, je dis bien 2010, le PIB de la Guinée était de 649 dollars. Celui de la Côte d'Ivoire peut-être 1600 et quelques. Et celui de la Corée du Sud, 29 615 dollars. La France elle est partie il y a quelques jours, il y a quelques mois, négocier auprès de cette même Corée du Sud la vente de TGV, d'avions de chasse, de choses d'économie qui sont formidables et qui font que c'est un débouché. Maintenant reste, et ça j'insiste là-dessus, qu'il ne faut pas qu'il y ait un marché de dupes. Il ne faudrait pas que cette même Corée du Sud profite de, disons, sa situation économique pour essayer de duper l'Europe. Ce serait, excusez-moi du terme, un hors-jeu. Quitte à ce qu'on aille au-devant des Nations Unies pour établir une espèce de loi internationale, pour mieux réguler le système commercial, en tout cas, il faut trouver une parade à une situation pour éviter qu'il y ait un marché de dupes.